Aujourd'hui, je ne vais pas y aller par quatre chemins, mon message est clair, il vous invite à faire un choix radical. Voulez-vous continuer à arroser cet État qui se gave de votre argent pour vous nuire tous les jours un peu plus ? Ou préférez-vous financer un projet qui vous ressemble avec des gens qui vous parlent des véritables enjeux qui vous concernent ? Voulez-vous continuer de payer pour moins de services, mais plus de contrôle et plus de surveillance ? Ou préférez-vous nous aider à démonter cette propagande permanente sur tous les sujets d'actualité ? Voulez-vous continuer à vous saigner pour que les médias d'oligarques vous vendent la guerre et vous méprisent ? Ou préférez-vous accompagner un média qui décrypte les véritables enjeux économiques et géopolitiques, ceux qui ont des conséquences réelles sur vos vies ? Vous l'avez compris, la question est simple. Allez-vous longtemps financer vos bourreaux ? Ceux qui se moquent de vous, de votre sécurité, de votre santé, de vos vies, ceux qui censurent TV Liberté et font fermer nos comptes en banque pour nous empêcher de vous informer ? Maintenant, c'est le moment de choisir où va votre argent. Changez de système. Aidez TVL. Essayiste, écrivain, journaliste à Valeurs Actuelles, Olivier Molin est notre invité pour évoquer un nouveau hors-série de Valeurs Actuelles intitulé « Les écrivains voyageurs », un numéro estival, on est le 26 juin, pour fuir la médiocrité et la vulgarité ambiante, et c'est plus qu'une nécessité. Olivier Molin, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur TVL, vous connaissez merci bien les plateaux de TVL. Invité. Dans son éditorial, Arnaud Folk exprime un mal-être de notre société, un mal-être d'ailleurs collectif, et donc parallèlement le besoin de couper avec cette réalité oppressante. Et les fameux écrivains voyageurs permettent-ils réellement de fuir ce monde moderne ? Alors, en partie probablement, mais déjà ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que donc c'est en effet, vous l'avez dit, Arnaud Folk qui a entrepris de faire ce hors-série avec Yves Le Bescon pour la maquette et pour un hors-série qui est très avec de très belles photos, très bien maquetté, très bien mise en valeur. Les écrivains voyageurs, si vous voulez, dans écrivain voyageur, il y a écrivain, et je crois que c'est quand même le mot le plus important des deux. Parce qu'un écrivain voyageur, c'est plus qu'un voyageur qui écrirait, si vous voulez, c'est quand même plus un écrivain qui cherche son inspiration dans le voyage. Bon. Alors, il y a plusieurs manières de voyager, si vous voulez. Il y a parce que là, on remonte quand même, on va dire, on remonte jusqu'à Cook, même avant, jusqu'au XVIe siècle. Jean de Léry, par exemple, au XVIe siècle, qui voyage au Brésil. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs manières de voyager. Il y a la manière de ceux qui voyagent, on va dire, comme une nécessité de service, j'allais dire, les marins, et puis qui à un moment donné vont se dire, bah tiens, on va écrire ce qu'on a vu, on va écrire cet exotisme qu'on a vécu. Bon, il y a les voyageurs qui voyagent par pur plaisir. Vous savez, c'est Stevenson qui disait, moi, je voyage pas pour aller quelque part, je voyage pour voyager. C'est un plaisir. Voilà, c'est son plaisir. À 20 ans, il a quitté son Écosse un peu oppressante, et puis il est pour aller canoter sur les rivières du nord de la France et de la Belgique, par plaisir, voilà. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui il y a alors peut-être, mais c'est peut-être assez récent finalement, cette idée de fuite en effet, dont parle Arnaud Folk dans son édito. Des gens qui prennent la tangente, si vous voulez, parce qu'ils en peuvent plus, quoi. Alors il y en a un dont on parlera peut-être, c'est notre vendeur national, notre écrivain voyageur national, c'est Sylvain Tesson. Lui, c'est très clair, c'est très clair qu'il part parce que, alors, peut-être pour se fuir lui-même, mais aussi pour fuir un monde qu'il ne supporte plus. Alors la question est la suivante aussi, est-ce que ce désir de fuir le monde moderne, un désir très compréhensible, est-ce que ce n'est pas non plus finalement faire preuve de faiblesse, finalement même une forme de lâcheté ? Alors, en l'occurrence, on parlait de Tesson à l'instant, certains lui reprochent en ces termes, en effet. Maintenant, je crois que faiblesse, lâcheté, je trouve ça un peu sévère en règle générale. C'est-à-dire que il y a quand même des auteurs des écrivains qui partent voyager, qui reviennent avec des livres et qui apportent quelque chose à la civilisation, dont voilà, leurs contemporains ou les gens qui viendront après eux feront leur miel. Donc, si vous voulez, un écrivain, il a quand même un rôle qui est d'écrire. Donc, moi, je qualifierais pas les voyageurs de lâches quand même. Dans Tact, avant d'entrer dans le détail de ces écrivains voyageurs, celles qui ont, toutes ces personnes qui ont en fait osé répondre à cet appel du large, et souvent avec succès, comment se sont établis vos choix ? Comment s'est établie votre sélection et que représente-t-il aujourd'hui au sein même de la littérature ?
Alors, question, oui, c'est une bonne question. Mais alors, comment se sont établis les choix? Évidemment, je vais commencer par vous dire que même si le choix est, à mon avis, tout à fait excellent, il peut pas être exhaustif absolument. Bon, il y a certains écrivains voyageurs qui ne rentreront pas. Alors, pour vous dire le choix, on a commencé par prendre véritablement les écrivains voyageurs, j'allais dire par essence. Vous savez, les Nicolas Bouvier, les Bruce Chatwin, les Patrick Leigh-Fermor, ou La Ferrière, qui ont beaucoup voyagé en Grèce, des gens comme Ella Maillard, côté femme, ou des gens comme Alexandra David-Néel, qui est aussi une femme. Là, c'est vraiment, on va dire, les écrivains voyageurs par essence. Des gens qui voyagent, et leur but, c'est d'écrire ce qu'ils vivent par le voyage. C'est le cas de Tesson aussi, on en parlera. Bon. Mais il y a aussi, on a mis dans ces écrivains voyageurs ceux qu'on pourrait appeler des aventuriers, et qui sont aussi des voyageurs. Vous voyez, des aventuriers, par exemple, je pense à Henri de Montfred, qui a trafiqué beaucoup de drogue et beaucoup enfin, on ne sait pas d'ailleurs tout ce qu'il a trafiqué, mais dans la corne de l'Afrique. Et Henri de Montfred, comment dirais-je, lui est un aventurier, mais c'est aussi un voyageur, puisqu'il a passé sa vie sur des bateaux, et puis un aventurier qui a raconté sa vie. Bon, on l'a mis avec. Après, si vous voulez, les limites sont toujours un petit peu arbitraires, ou vous voyez, ouvertes, floues. Enfin bon, par exemple, on a décidé de mettre dans les écrivains voyageurs des gens qui avaient eu une vie aventureuse, mais qui se sont inspirés uniquement de leur vie aventureuse, qui n'ont pas raconté. Par exemple, je pense à Herman Melville ou à Joseph Conrad, qui sont deux marins, un américain, l'autre polonais, mais qui écrit en anglais. Et ce sont des marins qui, à un moment donné, à la fin de leur vie, enfin au mi-temps de leur vie, ont arrêté d'être marins et se sont mis à raconter des histoires et des romans. Quels romans? Parce que c'est parmi les plus grands romans. Mais des romans, si vous voulez, où ils se sont inspirés simplement de ce qu'ils connaissaient. C'est-à-dire la marine, à voile, notamment. Bon. Est-ce que c'est des écrivains voyageurs? Certainement, on aurait dit à Joseph Conrad qu'il était écrivain voyageur, il vous aurait envoyé son poing sur la figure. Ouais. Parce que déjà, quand on lui dit qu'il était écrivain de la mer, il supportait pas, alors écrivain voyageur. Et il n'aurait encore moins supporté. Lui, s'estimait être et il avait bien raison d'ailleurs, être un véritable écrivain, si vous voulez, dans quasiment avec cette profondeur des Russes. Vous voyez, d'aller, son histoire, c'est l'âme, c'est pas le bateau, c'est pas l'aventure, c'est l'âme humaine. C'est aller voir au cœur de l'âme humaine ce qui s'y passe. Et donc, voilà. Mais on l'a mis quand même parce que, vous voyez, il y a du voyage quand même sur les bateaux. Donc, si vous voulez, on a essayé de faire quelque chose qui sera évidemment pas exhaustif, mais qui est éclectique, et donc où il y a, je pense aussi à Kessel, il est dedans, vous voyez, Joseph Kessel. Est-ce que c'est, alors, je veux poser la Jack question, London. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui au sein de la littérature? Ma question est même encore plus précise, est-ce que ils ont cette singularité? Par exemple, des écrivains se sont prêtés des fois souvent à une littérature érotique, parallèlement ou en complément de leur propre œuvre, comme un essai, comme un passage obligé quelquefois. Est-ce que là, on est dans ces cas-là où en fait on a des écrivains qui sont devenus à un temps donné écrivains voyageurs, ou alors c'est vraiment une spécificité et on peut la circonscrire? Je pense que, si vous voulez, d'un point de vue, s'il est strictement, on va dire, si on prend les écrivains voyageurs, stricto sensu. Ce qui veut dire qu'il faudrait enlever les aventuriers, il faudrait enlever des gens, même comme Raspail, qui n'est pas qu'un écrivain voyageur. Vous voyez, mais si on prend stricto sensu les écrivains voyageurs, oui, je pense que là, on est dans un mode quasiment, un genre littéraire, si vous voulez. Alors, on parlait d'érotisme, pourquoi pas, mais ou un genre littéraire comme le polar, c'est un genre, c'est véritablement un genre, avec certains codes obligés, alors évidemment avec des gens qui vont transgresser le code, qui vont un petit peu, bon. Mais si vous voulez, nous on a pris, on n'est pas une revue littéraire pour spécialistes, on est un journal grand public et on a pris ce sens d'écrivain voyageur, enfin on a pris un sens large, on lui a donné un sens large d'écrivains, si vous voulez, qui nous font rêver, qui nous montrent des ailleurs, qui nous montrent des horizons lointains, voilà. C'est plutôt, vous voyez, je vous dis, il y a aussi par exemple Jack London qui lui-même a été à une vie très aventureuse et qui a été, si vous voulez, qui a participé à la ruée vers l'or, vous savez, dans le Klondike dans les années 1905, etc., et qui a écrit, qui s'est beaucoup inspiré du Grand Nord, etc. On l'a mis dans les écrivains voyageurs. Pourquoi? Parce que il nous fait voyager et lui-même a voyagé avant d'écrire. Voilà un petit peu, si vous voulez, la manière dont on a... On va partir à la découverte de ces auteurs quand même maintenant. On va évoquer le premier d'entre eux parce que vous l'avez cité de nombreuses fois. Il s'agit de Sylvain Tesson. Vous le qualifiez de dernier des romantiques. Oui, c'est incontestablement un romantique. Du reste, la plupart des voyageurs sont des romantiques. Vous savez, le Tesson, on le met en une
du hors-série, on le met sur une photo magnifique qui a été prise par, je crois, son ami Gouasque, où on le voit sur une grande branche d'arbre, vous savez, avec un sac à dos, un petit chapeau et son pipeau, en train de jouer dans la forêt. Bon, ça c'est vraiment l'image du Wanderer allemand. Vous savez, le Wanderer allemand, c'est le voyageur un petit peu mélancolique, qui a été beaucoup chanté dans les lieds de Schubert, etc. Vous voyez, c'est très romantique allemand. Et lui, il est en plein dedans, quoi. Sans compter que, si vous voulez, c'est quelqu'un, Tesson, qui on l'a dit avant, qui voyage pour fuir, et notamment pour se fuir lui-même. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, parfois, il s'arrête de voyager, il reste quelques mois à Paris ou ailleurs, et il se met à dessiner des pendus, si vous voulez. Hein. Bon, ça dit quand même tout, quoi. C'était son bouquin qui s'appelait Noir, il dessine des pendus toute la journée. Bon, on comprend pourquoi il a envie de prendre la tangente. Hein. On lui souhaite. Voilà, on lui souhaite. Et donc, si vous voulez... je vous en prie. Non, je disais, et donc Tesson, moi, ce qui m'a... Donc, j'ai fait un grand papier sur Tesson dans ce hors-série, et ce que je trouve intéressant, parce que je le lis depuis le début, quasiment, c'est quand même quelqu'un qui fait une véritable œuvre. Je trouve que ce qui est tout à fait frappant, c'est que Tesson, si vous voulez, il commence par être dans l'excès absolu. Vous voyez, il traverse l'Asie, il fait le tour du monde à vélo, il traverse il croise les steppes à cheval, il traverse l'Himalaya. Enfin, il y a un côté frénétique. Et puis, vous dites une frénésie. Il y a une frénésie, c'est ça. Il y a une frénésie. Il le reconnaît lui-même. D'ailleurs, Pierre Bourdelet, il se dit voyager, c'est peut-être quand même là, on sent qu'il y a quelque chose de quasiment staccadoviste, quoi. Et je pense qu'il y a un grand tournant dans sa manière de voyager, de raconter le voyage et ce que signifient ces voyages, c'est lorsqu'il écrit, vous savez, dans la forêt de Sibérie, là, quand il s'installe pendant 6 mois dans une cabane, et là, le Tesson qui est tout le temps en tension, il est obligé de s'arrêter pendant 6 mois. Bon, là, il commence par dire qu'est-ce qui se passe. Et puis là, il commence à se voulez, c'est un voyage, c'est un vrai voyage qu'il fait. Mais là, c'est un voyage qui devient intérieur, si vous voulez, et où il commence à réfléchir un peu au sens du voyage, à ce qu'il veut dire de ces voyages, ce qu'il veut dire de la société en voyageant, etc. Et je trouve que ce qu'il perd en frénésie au fur et à mesure qu'il écrit, il le gagne en profondeur. En misanthropie, il faut bien le dire quand même, parce que là, ça devient un misanthrope très sérieux. Mais si vous voulez, en gros, Tesson, qu'est-ce que c'est son idée du voyage? C'est pendant un temps, en tout cas c'est comme ça qu'il construit son œuvre, c'est de trouver des moments où on peut disparaître des radars. Vous voyez, d'être un manque à gagner pour l'État. C'est un anarchiste, Tesson, faut le dire clairement, c'est un anarchiste pur et dur, même si c'est un anarchiste plutôt conservateur et voire parfois réactionnaire, mais enfin, il a ce fond, si vous voulez, des anarchistes on en revient d'ailleurs à ce qu'on disait avant, l'anarchie a des limites pour moi, qui est précisément ce que vous disiez avant, c'est l'anarchiste, c'est celui qui pense qu'à lui et qui dit à un moment donné, cette société devient dégueulasse, je me tire, et advienne que pourra, après moi, le déluge. Et voilà, exactement. Donc il y a un peu de ça chez Tesson, après moi le déluge, mais il n'empêche que l'œuvre qu'il crée est intéressante dans la mesure où, dans ses voyages, il montre aussi les contradictions du monde et il montre aussi la manière dont ce monde devient invivable au sens propre. Hein, il le dit, il y a trop de tout, trop de consommation, trop de production, trop d'énergie, trop de monde d'ailleurs, il est persuadé qu'il y a... Bon, et c'est tout ça et il cherche en fait que ce soit sur les stacks, vous voyez, quand le dernier bouquin, que ce soit à l'affût de la Panthère des Neiges, que ce soit, si vous voulez, dans tous ces bouquins, il essaye dans les chemins noirs, où vous savez, il prend les petits chemins pour traverser la France, des vieux chemins qui sont même pas répertoriés sur les cartes. Et à chaque fois, c'est vraiment la volonté d'échapper au radar, quoi, de ne plus être un citoyen avec ses droits et ses devoirs. Dans cette série, vous êtes intéressé aussi à Joseph Conrad, la mer, oui. et la vie des marins occupe bien sûr une place centrale dans l'œuvre de ce capitaine au long cours, encore qu'il ne consacre, en fait, mais vous me l'avez dit tout à l'heure, et lui, il ne consacre qu'une partie de ses écrits à ces thèmes, finalement. Oui, alors... Mais vous m'avez répondu, vous avez pris au sens large des écrivains voyageurs. Si vous voulez, moi, je suis persuadé que Conrad, c'est un écrivain né, c'est un des plus grands écrivains, il a quand même écrit beaucoup sur la mer, mais qui est en tant que décor, mais pas que, parce que, par exemple, il y a des descriptions, en fait, mais si vous voulez, je pense que Conrad, il aurait été, charpentier, il aurait fait des superbes bouquins sur le milieu des charpentiers. Hein. Il aurait été bûcheron, il aurait fait des bouquins sur la forêt, ils sont incroyables. C'est un écrivain né. Son milieu, c'était le bateau, c'était la mer. Et donc, il décrit le milieu qu'il a connu, mais c'est vrai qu'il y a quand même des descriptions de gréements, des descriptions de tempêtes. Il y a je crois que c'est dans Le Nègre du Narcisse, une description d'une tempête absolument incroyable, une des plus belles pages de la littérature mondiale. C'est formidable, Conrad. Mais si vous voulez, c'est un décor et il est évident qu'à travers ce théâtre de la mer, c'est autre chose qu'il veut raconter. Il est beaucoup plus proche, si vous voulez, c'est un slave déjà, vous savez, c'est un slave au sens, je dis ça pourquoi, parce qu'il est très proche, il me fait vraiment penser aux grands Russes, quoi. Les grands Russes, vous savez, qui ont cette capacité d'aller très très loin fouiller dans l'âme et de trouver dans le bien
des petites nuances de mal et dans le mal des nuances de bien. Vous voyez, il y a quelque chose qui devient très... et ça, c'est vraiment Conrad. C'est-à-dire que Lord Jim, par exemple, qui est un livre absolument merveilleux, vous savez, c'est un type qui, à un moment donné, un jour, son bateau est en train de sombrer et c'est le capitaine du bateau, il va sur une barque et il va pour s'enfuir. Et c'est quelque chose qui va le poursuivre toute sa vie, c'est-à-dire le repentir de la question d'honneur, mais aussi la question du bien, du devoir. Et Conrad tire un livre absolument incroyable de se repentir de cette chute qu'il n'arrivera plus à remonter, en fait. Ce Lord Jim n'arrivera plus à remonter. Il est descendu sur un canot et il pourra plus jamais remonter. Ben voilà, c'est le genre. Et donc, on arrive tout de suite, si vous voulez, c'est des romans qui sont métaphysiques, quoi, tout simplement. Et dont vous parlez très bien. Une personnalité évoquée qui avait participé à la fondation de TV Liberté, mais qui est un immense écrivain. Il s'agit de Jean Raspail, que vous qualifiez de veilleur d'un monde disparu. Est-il nécessaire de rappeler, comme vous le faites, que loin de se résumer au Camp des Saints, qui était son livre visionnaire et prophétique sur l'immigration, l'œuvre de Jean Raspail est d'abord celle d'un grand écrivain, voyageur, amoureux, défenseur des peuples et des territoires menacés. Tout à fait, mais c'est ce qu'on rappelle, parce que, alors, le Camp des Saints, évidemment, c'est un livre qui a marqué, c'est un livre qui aujourd'hui encore continue de marquer même les jeunes générations qui arrivent, mais on a eu tendance, en effet, à oublier que Raspail, avant tout, alors c'est un voyageur, mais très particulier. C'est quelqu'un qui, dès sa jeunesse, influencé par les mouvements scouts, va monter des expéditions. C'est les fameuses expéditions Marquette, dès 53. Il va aller en Terre de Feu. On a beaucoup en Amérique du Nord aussi, mais c'est vraiment quelqu'un qui... Mais très vite, si vous voulez, là encore, le côté expéditionnaire, le côté va chez Raspail. Il y a quelque chose qui va le frapper. Si vous voulez, c'est que Raspail se rend compte qu'il est dans une époque où, en fait, toute cette diversité, pour le coup, des peuples en est à la fin. Raspail se rend compte que, si vous voulez, l'uniformité du monde, le progrès, le juridisme, même ambiant, le fait d'avoir comme ça une seule règle, mécaniquement, ça va entraîner la fin de tous ces peuples. Et ça, il s'en rend compte très tôt. Et c'est ce qui donne à ces livres quelque chose d'assez tragique, en fait. Ce sont des livres tragiques, puisque Raspail se voit tous ces peuples. Et du reste, il y a véritablement des peuples qui ont disparu pendant que Raspail écrivait, c'est notamment les Alakalouf, c'est tous ces peuples de Terre de Feu qui... Raspail raconte en 53, la première mention, il est sur un paquebot et il voit un petit canot avec des types, des Indiens qui nomadisent vers le détroit, vous savez, de Magellan, dans des conditions épouvantables, qui s'enduisent de graisse de phoque et qui mangent des baleines échouées sur le... Bon. Et il croise et il dit, je me rends compte que 10 000 ans nous séparaient, en fait. 10 000 ans, et ça le fascine absolument. Et toute la quête de Raspail, ça va être précisément d'essayer de rentrer en contact avec des peuples, il n'aurait jamais dit arriérés, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il les voyait, mais des peuples qui sont à une autre étape de leur existence, des peuples qui ont à voir avec les origines, si vous voulez. Il y a une quête des origines chez Raspail, très clairement. Et donc ça, c'est fascinant, et donc ce peuple des Alakalouf, par exemple, dont Raspail a été un des derniers témoins, a en effet disparu dans les années 1980-90. Hein, donc on est, vous voyez, c'est pas loin, quoi. Et il les a fait revivre. Et du coup, il a fait revivre dans ses livres. Et pour l'éternité, bien sûr, pour l'éternité. Mais donc Raspail, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui a conscience de la fin des peuples non alignés, on va dire, mais au sens non alignés sur la modernité, hein, des peuples qui ont refusé consciemment ou non cette modernité et qui, du coup, leur destin est de disparaître. On ira jusqu'en Patagonie. Vous êtes Patagon? Oui. Je suis Patagon, en tout cas, de cœur, bien entendu. De cœur. Et il y a beaucoup de noms qui vont de soi hein, dans ce hors-série. Jules Kessel, Albert Londres, Jack London, Hemingway. J'ai été un peu plus surpris. Est-ce que j'ai senti que c'était pour moi moins le cas de Jean Cocteau que vous mettez sur les pas de Phileas? Oui, vous avez raison. C'est assez... J'ai cherché peut-être la... Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui vont se dire, mais qu'est-ce qui leur arrive à Valeurs Actuelles? La Cocteau écrit un voyageur, ils ont fumé la moquette. Non, en fait, si vous voulez, c'est... Mais je me suis posé la question. Mais en fait, si vous voulez, c'est un truc qu'on ignore et que il y a un très très bon article sur cette affaire-là qui est signé par Frédéric Payat. On ignore qu'en fait, en 1928, je crois, donc pour le centenaire de la naissance de Jules Verne, Jean Cocteau a proposé à Prouveau, vous savez, qui était à l'époque, qui dirigeait Paris Soir, c'était un canard qui tirait 1 million et demi à l'époque, c'est la grande époque de la presse, et il lui propose pour le centenaire donc de partir, de faire une série de reportages autour du monde en 80 jours, par hasard. Et donc sur les traces effectivement de Phileas Fogg, ou
Fogg, c'est ça, c'est Fogg, voilà, qui est le personnage, donc un gentleman anglais, qui est le personnage de Verne, et qui part avec son domestique français d'ailleurs, qui s'appelle, je crois, Passepartout, un truc comme ça. C'est ça, voilà. Et donc Cocteau, lui aussi, part avec son domestique, sauf que son domestique, c'est son, comment on dit, son minet, enfin, vous voyez, c'est Cocteau, bon, c'est son amant, quoi, voilà. Et donc ils partent tous les deux, en effet, faire un tour du monde. Donc ils en profitent aussi pour se faire payer un beau voyage aux frais de la princesse, mais ils ont bien raison, parce qu'ils vont ramener quand même un reportage et tout. Donc ils vont à Rome, à Athènes, après ils passent en Égypte, à Alexandrie, enfin ils font le tour du monde, ils vont jusqu'au Japon, après ils passent aux États-Unis, à San Francisco, ils traversent l'Amérique, New York. Et donc c'est un reportage qui paraîtra en livre en 1936, je crois, donc et qui s'appelle mon premier voyage, voyage autour du monde en 80 jours, un truc comme ça. Enfin, il reprend donc le livre de Jules Verne. Et si vous voulez, c'est cette histoire qu'on raconte qui est assez inconnue, assez inédite, assez drôle finalement. Alors, précisons quand même que comme c'est Cocteau, si vous voulez, c'est beaucoup moins innocent que le voyage autour du monde de Jules Verne. Parce qu'en fait, Cocteau et son ami, si vous voulez, sont quand même tout à fait attirés par les bas-fonds dès qu'ils vont quelque part, les bas-fonds, le milieu de la nuit, le milieu du plaisir, enfin, vous voyez le genre. Donc, c'est moins innocent, mais c'est... Je ne vois pas trop, mais Olivier Molain, ça vous fait bien de me prêter ces attentions. Allez, on pourrait s'attacher à des personnalités très médiatiques comme Nicolas Vanier, l'homme de glace. Mais vous avez fait le choix d'un autre Nicolas, d'ailleurs, Nicolas Bouvier, oui. Et la route de la solitude. Peut-être moins connu, Nicolas Bouvier. Alors, moins connu, et j'allais dire en même temps, aujourd'hui, il est quand même considéré comme quasiment l'essence de l'écrivain voyageur, si vous voulez. Mais il faut reconnaître une chose, il n'est pas forcément le plus connu des écrivains voyageurs, mais il a bénéficié quand même beaucoup de vous savez, le Festival étonnant voyageur à Saint-Malo. Alors, pour revenir au début, Nicolas Bouvier, il écrit en 63 L'usage du monde, à compte d'auteur, donc alors là, c'est vraiment personne n'entend parler, etc. Et puis, en quelques années, ce livre commence à circuler, en quelques années, quelques décennies. Et il va vraiment être soutenu à un moment donné par Lebris et toute sa bande d'étonnants voyageurs qui vont mettre les projecteurs dessus, qui vont consacrer énormément de festivals l'été à ce livre, qui est en effet un très très grand livre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il a été réédité en collection, vous savez, Quarto Gallimard, il est rentré il y a quelques années. C'est quand même un livre qui est considéré comme un livre culte du voyage. Et donc, il raconte c'est un Suisse, Nicolas Bouvier, c'est un Suisse assez, alors son livre est assez drôle, mais c'est un humour un peu pince sans rire, c'est pas non plus la franche rigolade. Et puis lui, c'est un type on le sent quand même assez torturé. Et il voyage avec son ami Thierry Vernet, donc ils commencent par la Yougoslavie, l'Iran, l'Afghanistan. Ils partent pour quelques mois. Finalement, il va voyager pendant 12 ans. Il va pas revenir pendant 12 ans. Avec une Fiat Topolino, vous savez, toute pourrie et tout. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, d'abord, c'est la langue. Il a une langue absolument merveilleuse. Il a une capacité d'émerveillement qu'on n'avait pas retrouvé, si vous voulez. Moi, il m'a fait penser parfois, étonnamment, vous savez, à ce 16e siècle dont parle Montaigne et cette capacité qu'a le 16e siècle à s'émouvoir et à s'enthousiasmer, notamment d'un monde qu'elle découvre, qui est le monde nouveau, le monde des Indiens. Il y a des Jean de Léry dont on a évoqué le nom tout à l'heure, et Montaigne en parle de manière tout à fait, Et on retrouve, si vous voulez, cet émerveillement chez Nicolas Bouvier. Il a l'esprit d'enfance dont parlait Bernanos, vous savez. Il a gardé cet esprit d'enfance, donc il s'émerveille de tout, un vol d'oiseau. Et c'est pas nié non plus, vous voyez. C'est bon. Et ça, c'est absolument magnifique. Et puis, il y a quelque chose. Il fait du voyage, lui, une mystique. C'est-à-dire que pour lui, si vous voulez, voyager, c'est pas, contrairement à ce que pensent la plupart des mortels, s'enrichir. Non, il dit au contraire, c'est s'appauvrir. Il dit quand on voyage, il faut s'appauvrir. Il faut se purger. Il faut perdre le confort moral, perdre toutes les certitudes. Il faut se retrouver à poil, si vous voulez. Et là seulement, on peut retrouver une virginité du regard. Et là, on peut retrouver, découvrir le monde. Au sens propre, on le découvre parce qu'on, vous voyez, on a tout ce qu'on avait emmagasiné, on s'en est débarrassé. Et donc, il en fait une ascèse, quelque chose d'assez entre le jansénisme et la mystique. Enfin, c'est très étrange, mais c'est vraiment magnifique. Et donc, effectivement, Nicolas Bouvier, c'est un des grands écrivains voyageurs. À découvrir dans ce hors-série. Exactement. Vous avez fait le choix de consacrer près d'un tiers de ce numéro à une sélection de certains des plus beaux textes sous la forme de longs verbatim tirés de leurs plus beaux livres. Et comme il nous reste quelques minutes seulement, ma question, Olivier, elle est très simple. Si vous aviez, vous, Olivier Molain, vous, écrivain, à choisir un seul texte à retenir, ce serait lequel dans l'ouvrage? Alors, un seul texte, vous êtes cruel, Martial, parce que là, il va falloir que je choisisse. Je reviens juste une minute pour ce que vous dites. C'est vrai que c'est très important de le préciser. Le choix qu'on a fait dans ce hors-série, c'est de mettre beaucoup de ce qu'on appelle verbatim, c'est-à-dire c'est heureux, d'extraits. Et ce qui fait que c'est presque une anthologie finalement. Vous voyez, il y a des textes de fond sur les écrivains, les concepts
qui remettent dans leur contexte, qui expliquent un peu qui ils étaient. Mais finalement, le mieux quand on s'intéresse à ce genre de sujet, c'est d'aller voir les écrivains plutôt que les journalistes. Bon, aller directement au but. Et donc, on a mis pas mal de verbatim, en effet. Alors, ceux qui m'ont marqué, moi, il y a par exemple, on a mis, vous savez, un verbatim de Jean Mermoz, de Kessel, pardon. Vous savez que Kessel a écrit une biographie de Mermoz après sa disparition dans l'Atlantique Nord vers 36, je crois, qui est un livre absolument merveilleux. Et il y a notamment cette scène très connue, mais qu'on a mis quand même, c'est, vous savez, où le Mermoz essaie de franchir les Andes en 29. Et puis, il y a tellement de pression qu'on a du mal au début. Il y a eu beaucoup de tentatives, et puis ils allaient se planter dans les Andes parce qu'il y a trop de pression, ils n'arrivaient pas à monter suffisamment. Et puis Mermoz se plante lui aussi, et puis là, il se retrouve au sommet des Andes avec son mécanicien. Et là où ils vont prendre l'avion, ils vont fabriquer une sorte de piste, ils vont s'élancer dans les airs. Et Kessel raconte ça. Kessel étant Kessel, c'est-à-dire qu'il en fait quelque chose de totalement mythique, guidé par les titans. Enfin, c'est une très très belle scène. Donc ça, c'est vraiment une scène magnifique. Il y a la description de l'Islande par Loti, qui est magnifique, Pierre Loti, dont on... Ça fait deux textes, là. Oui, ça fait deux. Alors, écoutez, il y en aurait d'autres, parce qu'il y a aussi... Non, mais je pense aussi à la description du bagne de Cayenne par Albert Londres, le journaliste. On l'a mis aussi. Écoutez, si je devais en garder un, ce serait quand même Restant sur Raspail, moi, qui est très cher à mon cœur. Et ce serait le passage qu'on a mis sur la description dans... il y en a deux, en vérité. Il y a deux descriptions. Il y a la description de la Terre de Feu dans... j'oublie le nom le titre, enfin peu importe. Si c'est sur les hommes, vous savez, on regardera. Voilà. En tout cas, je l'ai pas non plus. Voilà, je peux pas vous aider. On regardera. Et en tout cas, voilà, il y a une description de tous ces paysages, cette pourriture magellanique, cette humidité absolue, et donc ces Indiens qui vivent là-dedans. Enfin, il décrit ça de manière magnifique. Et puis il y a la description dans Moi, Antoine de Tounens, c'est la grande pseudo-biographie de l'Araucanie et de la Patagonie. L'Araucanie, en fait, qui ressemble plus, vous savez, c'est une Suisse avec des volcans. Hein, l'Araucanie, on imagine toujours que c'est pas du tout des steppes, c'est très gras, il y a de la verdure, ça ressemble vraiment à la Suisse. L'Araucanie. Et puis il y a la Patagonie que va Antoine de Tounens, vous savez, ce roi, cet avoué de Périgueux qui va se déclarer roi d'Araucanie, puis roi de Patagonie. La Patagonie, c'est 1 million de kilomètres carrés, c'est 2 fois la France, et il l'annexe par décret. Il dit, hop, ça c'est à moi. Alors là, par contre, c'est des grandes steppes. Et il y a cette description donc de son pays par Antoine de Tounens que fait Raspail, qui est absolument magnifique. Et c'est là où on voit d'ailleurs que que l'écrivain qu'est Raspail est un écrivain très rare. Souvent, on a oublié. Il y a ce qu'il raconte, mais il y a aussi la manière de le raconter. Il y a le style de Raspail, un style en même temps très précis et très lyrique. Enfin voilà, donc mettons que ce soit ce passage-là que je garde. Toutes ces qualités qui n'y ont pas permis d'être à l'Académie française. Exactement. Et c'est encore heureux. Allez, on se termine sur ce hors-série avec une petite question quand même, parce que vous êtes un écrivain, Olivier Molin, avec une œuvre aussi. Et vous n'êtes pas dans ce hors-série parce que vous sentez pas du tout écrivain voyageur. Non. Alors, j'ai écrit un petit livre, figurez-vous, il y a quelques années que j'avais publié, qui s'appelle Histoire des cocotiers, aux éditions Rue Fromentin, qui était une petite maison d'édition très bien. Et ça relate un voyage que j'ai fait, en effet. Donc, vous voyez, j'ai quand même un voyage d'études, quand j'étais étudiant au Brésil, parce que j'ai passé 6 mois au Brésil. Je faisais des études liées à l'histoire du Brésil à l'époque, et donc je tenais un journal de bord, si vous voulez, pendant ce temps. Et de ce journal de bord, j'ai tiré donc j'ai quand même au moins un livre de voyage. Mais ceci étant, je me sens pas du tout écrivain voyageur. Moi, je suis pas écrivain voyageur parce que je suis assez sédentaire. Ça, c'est quand même assez rédhibitoire quand on veut. Vous aimez les forêts, non? J'adore les forêts. En effet, je suis un écrivain baladeur, on va dire plutôt. Alors, un écrivain baladeur, un écrivain promeneur. Mais si vous voulez, moi, j'aime beaucoup. Non, mais je n'ai rien contre le voyage, évidemment. Mais j'aime beaucoup aussi, moi, vous savez, le quotidien. Je suis un écrivain. Je trouve que le quotidien, en fait, a une poésie aussi souvent pas la peine d'aller à l'autre bout du monde toujours pour chercher de la poésie. On peut la trouver au quotidien, en se promenant dans les rues, etc. Donc, votre prochain roman, c'est comment? Votre prochain roman, c'est? Alors, mon prochain roman, il n'y a pas encore de titre ni de date. Les écrivains disaient ce type de questions. Oui. Non, c'est avec Olivier Molin jusqu'à la fin. Non, c'est simplement que je peux pas vous répondre plus. Je ne sais pas. Vous voyez, je sais, il n'aime pas ce type de questions. Allez, on va vous ramener au sujet qui était le nôtre, ce hors-série de Valeurs Actuelles. C'est vraiment un moment de fraîcheur, une belle anthologie et un moment très rare et heureux, le terme que je retiens, pour passer l'été. Merci à vous, Olivier Molin. Merci à vous.